Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, on commence. Let's go. Ok, bon, bonjour à tous. Déjà, bienvenue à cette formation en amont du parcours agriculture et système alimentaire. Donc, aujourd'hui, on va présenter les différents. On va vous présenter globalement euh, qu'est-ce que l'agriculture, comment ça fonctionne, les différents grands enjeux et comment ça se passe aux négociations internationales. Le week-end de la LCOI, on va avoir une table ronde avec différents intervenants où vous pourrez échanger avec eux sur différentes thématiques, donc négociations internationales, politique publique par exemple. Et après, il y aura un atelier de construction plaidoyer où on va vous regrouper en différentes thématiques, des thématiques qui vous intéressent. Et l'objectif, ça va être de construire un plaidoyer qui va être sur un système une thématique relativement spécifique de l'agriculture. Donc, est-ce que on fait un tour de table? Est-ce que du coup, nous, on se présente ou on demande aussi aux participants s'ils veulent se présenter? Bah, vu qu'on n'est pas très nombreux, je pense qu'on peut tous et toutes se présenter. Si ça... Ok. Après, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, c'est OK. On se verra dans 2 semaines. Donc moi c'est Florian Perrault, je suis vice-président des Agro à la COP, qui est une association qui organise la LCOI. Je suis référent du parcours agriculture de ce parcours et j'ai aussi été co-organisateur dans le programme de l'événement. Je suis élève ingénieur en première année. Toi, Jeanne. Eh ben, bonjour à tous, moi c'est Jeanne. Je suis coprésidente de l'association Climate qui co-organise la LCOI avec du coup les agros à la COP, les JAC et tout un tas d'autres assos. J'ai aidé sur le pôle agriculture et j'ai été aussi impliquée sur d'autres pôles d'organisation de l'événement. Euh, dans la vie, en ce moment, je fais un service civique chez France Nature Environnement. Voilà, et je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Et je passe la parole à Emmanuel. Alors moi, c'est Emmanuel, je suis aussi à l'association Climate, je suis la trésorière. Du coup, je suis impliquée sur plusieurs pôles, en particulier celui agriculture et puis un peu autre chose, un peu plus sur l'organisationnel. Je suis trop contente d'être là avec vous. Et je vais passer la parole. Je suis juriste de formation de tous les jours, voilà. Donc, je vais passer la parole à Amélie. Bonjour à tous, moi c'est Amélie, je suis étudiante avec Florian et je suis membre aussi des Agro à la coop et je fais partie exclusivement du parcours pour le moment agriculture et alimentation, voilà, pour la rédaction des formations, etc. Euh, Est-ce que des participants, je sais pas si c'est bien, est-ce que les participants qui veulent se présenter? Parce que si on donne des noms et qu'ils veulent pas, je sais pas trop. N'hésitez pas si vous voulez vous présenter. Ok, salut, je vais me présenter. Moi, je suis Justine, je suis étudiante à l'ENS et du coup, je suis membre de la délégation qui envoie des étudiants tous les ans au Substat, enfin, au SBI. Voilà, donc je serai au SBI cette année à Bonn et voilà, très contente d'être ici. Je peux prendre, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je ne suis pas dans des conditions sonores idéales. Ok, trop cool. Du coup, moi je m'appelle Elsa et je travaille en service civique pour une association qui travaille à la préservation de l'agriculture sur le plateau de Saclay et sur un projet alimentaire territorial. Voilà, et je suis contente d'être là et hâte d'être à la LCOI aussi. Bonjour, attendez. Oui, on t'entend. Yasmina, du coup. Je, je suis étudiante à Sciences Po Lyon et avec la Comment je bosse dans la coopération décentralisée climatique
notamment dans cette zone géographique de l'Amérique latine, Caraïbes et Outre-mer. Et voilà, je m'intéresse beaucoup aux thématiques de droit à l'alimentation et préservation des terres agricoles, notamment avec terres de coopératives alimentaires aussi. Je suis ravie d'être ici. Est-ce qu'on commence? Ouais, s'il y a personne d'autre qui veut prendre la parole, je pense qu'on peut y aller. Vas-y, Florian, du coup. Enfin, non, je crois que c'est Amélie qui commence. Oui, mais c'est moi qui mets le diapo. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, Est-ce que vous voyez toujours bien? c'est parfait. Ok. On commence du coup. Amélie. Alors, donc nous allons faire, en fait, ce matin, on va raisonner en trois parties. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu globalement un tour d'horizon de l'agriculture au niveau mondial. Ensuite, on discutera donc des grands enjeux de l'agriculture et dans une troisième partie, vraiment l'agriculture et sa place dans les négociations internationales. Voilà. Et après, on aura des questions pour discuter. Si Ah tu veux oui, passer. d'ailleurs, si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à participer. Levez la main et on vous dira, on vous fera participer si vous avez la moindre question. Vas-y, Amélie, désolé. Donc, on va commencer par discuter globalement d'une définition de l'agriculture et des chiffres clés pour remettre un peu de contexte. Et on verra ensuite les différents modes de production et vraiment les évolutions historiques de l'agriculture et des systèmes alimentaires plus globalement. Donc, quelques définitions déjà. Donc, si on regarde la définition de l'agriculture selon le Larousse, c'est l'ensemble des activités développées par l'homme dans un milieu biologique et socio-économique, donc afin d'obtenir des produits végétaux et animaux. Donc, c'est assez vague comme définition qui lui sont utiles. De même, d'après le Robert, donc on parle vraiment de culture du sol et des travaux qui vont transformer le milieu naturel. Et il y a encore cette notion d'utilité aux humains et de la place centrale en fait de l'humain dans l'agriculture. Et une troisième définition qu'on a trouvée hyper intéressante, c'est que l'agriculture désigne l'ensemble des travaux visant la production donc, de végétaux et d'animaux utiles, toujours, mais vraiment dans un but de se nourrir, de se soigner, de se vêtir, ou pour diverses activités. Donc on voit au travers de ces définitions que l'agriculture va largement dépasser la seule question alimentaire. Ça touche aussi à l'habillement, à la santé, à l'économie et de fait à l'organisation même de nos sociétés qui ont été façonnées par l'agriculture au cours du temps. Donc c'est vraiment très très vague. Quand on parle d'agriculture, ça englobe une très grande diversité d'activités qui vont interagir entre elles et qui sont à différentes échelles. Donc on peut nommer les différents grands types d'agriculture, que ce soit les productions végétales, donc à travers les grandes cultures, le maraîchage, la viticulture et même la sylviculture qui est un peu moins, enfin dont on parle un peu moins parce que c'est beaucoup moins de grands, enfin moins médiatisé que l'élevage par exemple, qui est tout aussi importante donc pour la production de bois. Et il y a aussi donc tout ce qui est production animale, donc à travers la pêche et l'aquaculture, dont on reparlera un petit peu tout à l'heure en détail parce que c'est des enjeux qui sont quand même hyper importants à l'heure actuelle. Et aussi donc toutes les questions autour de l'élevage au sens large. Donc ça regroupe vraiment plein de types différents et diverses activités. Et ces diverses activités sont à différentes échelles et avec différents buts finalement, que ce soit juste pour survivre ou pour vraiment faire beaucoup de profits. Et donc, je pense qu'on peut parler des agricultures parce qu'il y a vraiment plein de types différents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture n'est pas seule non plus. Elle est très entourée donc, dans un monde qui est très complexe. Donc, on va notamment retrouver l'agro-industrie qui va être en lien direct avec l'agriculture, que ce soit par le biais des fournisseurs, donc qui vont permettre aux agriculteurs d'exercer leur métier,
que ce soit pour les produits phytosanitaires, donc les herbicides, les fongicides, les insecticides, les semences, les engrais et même le machinisme qui se développe de plus en plus et qui a une part de plus en plus importante. Donc, on peut inclure aussi dans les fournisseurs, je pense, le monde de la recherche autour de l'agriculture de précision, notamment qui se développe aujourd'hui. Et il y a tous les transformateurs, donc des matières premières agricoles, mais qui sont dans un but non alimentaire. Donc, les biocarburants qui se développent aussi, les biomatériaux et toutes ces questions-là. Et en plus de l'agro-industrie, il y a l'industrie agroalimentaire, donc qui va, elle, comporter toutes les activités industrielles qui vont transformer les matières premières agricoles, mais vraiment dans un but alimentaire, essentiellement pour l'humain, bon aussi pour les animaux, mais c'est vraiment essentiellement pour la consommation humaine. Donc on ne peut pas, je pense, parler d'agriculture sans parler de ça et voir qu'en fait, elle n'est pas seule du tout. Et c'est pour ça qu'on parle de système agricole et alimentaire, parce que il est important de replacer l'agriculture à la base de tout ça et à la base essentiellement de notre société finalement. Ok. Et donc, on voulait présenter quelques chiffres clés aussi pour qu'on voit les différentes échelles. Donc, il faut savoir que l'agriculture en 2019, c'est 400 000 actifs en France. Donc, ça représente seulement 1,5% de l'emploi total en France. Donc là, on a pris vraiment les exploitants agricoles, pas forcément le monde de l'agro-industrie et tout ça qui, là, contient un peu plus de monde. Mais c'est pour montrer qu'en fait, c'est une part minoritaire quand on sait qu'en 1970, c'était 2 millions de personnes et 10% de la population active. Donc, c'est quand même une très, très forte diminution. On estime à l'heure actuelle qu'il y a 3 départs à la retraite pour une installation. Donc, ça montre cette tendance à la diminution, tout en sachant, donc, on sait que 80% des actifs agricoles, donc c'est des modèles. Donc ça, c'est pas spécifique à la France, c'est vraiment spécifique globalement au monde agricole. C'est un monde qui est très familial, des disparités selon les pays, évidemment. Surtout les pays du Sud où ça reste vraiment très familial. En Europe, notamment, et les pays du Nord, la main-d'œuvre salariée plus, mais il y a quand même quelque chose à prendre en compte dans tous les systèmes, de savoir. Et donc, diminution du nombre d'extensions de leur survie, parce que s'il y a des départ à la retraite, les personnes et c'est plus rentable de s'installer actuellement dans le monde entier. Ah mince. Amélie, tu nous entends? Donc, Ok. oui, moi, Parce que je crois que ça bug pas mal. euh, Ouais, je crois. On t'entend pas hyper bien. c'est pas- Non, on t'entend pas bien. Je sais pas si c'est que moi, mais... Non, je pense que c'est pour tout le monde, on n'entend pas très bien. Ça coupe. Ok. Est-ce que c'est là? Parle pour voir. Ouais, ça... Ils ont des choses. Euh, est-ce que quelqu'un veut du coup parler à la place d'Amélie? Je pense peut-être que ce sera plus simple. Ouais, bah, je vais prendre le relais. Mais bah, dès que Amélie, ça remarche, tu me redis, je te laisse.
Mais globalement, donc, on va avoir d'autres chiffres. Donc, ça va être par exemple le fait que les tailles moyennes des exploitations en France, ça va être 69 hectares. Donc, en France, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une très grande diversité des tailles des parcelles. On va trouver des parcelles qui vont être relativement petites, qui vont faire quelques hectares, voire moins, et aussi des parcelles qui vont être très grandes. Et de façon générale, la taille des parcelles va être plus grande, largement plus grande que la moyenne des exploitations en Europe qui font seulement 13 hectares. Mais globalement, on va avoir certains pays qui vont avoir des parcelles qui vont être bien plus grandes. Le Royaume-Uni, on va être plutôt de l'ordre de 80-90 hectares, aux États-Unis où c'est plusieurs centaines d'hectares. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces tailles des parcelles, elles sont héritées d'une histoire qui peut être différente. Donc, comme Amélie l'a expliqué, on a en France une agriculture familiale qui possédait finalement des terres qui ont toujours été relativement de petite taille et qui aujourd'hui sont plus grandes dû à l'intensification des cultures, mais qui globalement restent à des tailles plus ou moins importantes. Et on a également donc 600 millions d'exploitations agricoles dans le monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a 84% qui font moins de 2 hectares et qui assurent 35% de la production agricole mondiale, ce qui montre finalement que les pays du Sud, notamment, qui possèdent de nombreuses agricultures, de nombreuses parcelles de petite taille, vont assurer une production agricole mondiale très importante, puisque à eux seuls, ils représentent 35% de la valeur de ce qui est produit mondialement. Euh, il faut comprendre que l'agriculture, c'est un secteur central de l'économie, puisque à l'échelle du monde, ça va être 27% de la population active, avec là encore des disparités qui vont être marquées, puisque par exemple en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud, on a plus de la moitié des emplois qui vont être liés à l'agriculture, alors que par exemple en Europe ou en Amérique du Nord, ça va être moins de 3%. Malgré cette diversité, on va avoir des avancées majeures en termes de productivité, de situation alimentaire et nutritionnelle, euh, même si la situation peut en quelque sorte rester préoccupante. Euh, aussi, parce qu'après- ok, il ne fallait pas que je dise ça. Euh, voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les 90 structures agricoles familiales qui produisent 80% des denrées alimentaires mondiales. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de 2 milliards de personnes vont être confrontées à une insécurité alimentaire modérée ou grave, ce qui fait que la situation alimentaire reste très préoccupante, puisque ce constat finalement met en lumière un paradoxe qui pourrait être fondamental de notre époque, puisque l'agriculture mondiale l'agriculture moderne est capable de nourrir une grande partie de la planète, mais la sécurité alimentaire reste finalement aujourd'hui un défi majeur du 21e siècle. Et finalement, il y a tous ces soucis donc de distribution alimentaire et d'équité à l'échelle du globe. Euh, et à l'échelle mondiale, les plus grosses productions, ça va être la canne à sucre avec 1,9 milliard de tonnes qui sont produites chaque année et le maïs avec 1,2 milliard de tonnes produits chaque année également. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les trois principales céréales, donc le blé, le maïs et le riz, ils sont responsables de la production de plus de 40% des calories consommées dans le monde, ce qui montre finalement que trois aliments qui sont d'ailleurs beaucoup produits, notamment le riz dans les pays du Sud, permet d'apporter des quantités majeures et permet finalement la survie de nombreuses personnes dans le monde. On va avoir de nombreux gros exportateurs, même si finalement les exportateurs, ça va être les États-Unis, donc qui est un pays très développé, très tourné vers autour de l'exportation. On va également retrouver les Pays-Bas et la Chine, qui vont être des gros exportateurs en termes bruts, alors que du côté Brésil, Argentine et Espagne, on va avoir des gros exportateurs en termes nets. Et finalement, il faut comprendre que on a des exportations qui vont être de plus en plus importantes, puisque on a eu une multiplication de
depuis 20-25 ans de 3,7. On a multiplié les, la valeur des exportations mondiales par plus de 3,7. C'est-à-dire que on a atteint aujourd'hui une valeur de 1420 milliards USD, qui montre donc que l'exportation occupe une place majeure dans nos systèmes. Et cela amène notamment à de nombreux accords commerciaux et internationaux, que ce soit des accords multilatéraux, donc qui vont concerner de nombreux pays, et à l'inverse des accords bilatéraux qui concernent uniquement deux pays, où c'est juste un accord donc entre deux parties. Et toutes ces questions et tous ces chiffres clés vont finalement amener à l'idée de mode de production et d'évolution historique. Donc il faut comprendre que suite à la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, à partir de 1945, il y a eu de nombreux progrès industriels avec notamment le développement de produits phytosanitaires, donc des herbicides, des fongicides, des insecticides, qui vont, avec la présence d'engrais et de mécanisation, c'est-à-dire que on a le développement par exemple des tracteurs qui étaient de l'ordre de quelques chevaux dans les années 1945 et qui vont être aujourd'hui de l'ordre de 450 à 600 chevaux, donc des appareils qui vont être de plus en plus puissants et qui vont finalement permettre de diminuer la charge de travail et de simplifier le travail des agriculteurs. Il faut comprendre en fait que ce développement, ces progrès techniques, ils sont expliqués en partie par le fait qu'on a eu une forte croissance démographique et un changement d'habitude de consommation, ce qui a finalement forcé nos systèmes alimentaires les systèmes alimentaires à être repensés et finalement à produire plus, puisque la demande changeant, il fallait forcément adapter la production pour répondre aux attentes des consommateurs et au développement donc de nouvelles industries, notamment. Ce qui s'explique finalement par le fait qu'on va avoir des investissements de plus en plus importants. Et donc tout cela va permettre une simplification, une division du travail, puisqu'on a finalement, et on a également une augmentation des rendements et de la productivité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on a finalement une boucle de rétroaction positive qui se met en place dans le sens où ce système d'après-guerre nous a amené à une intensification de l'agriculture qui a fait finalement qu'on a investi massivement pour maintenir des rendements élevés et rester compétitif. Mais sauf qu'aujourd'hui, il faut toujours plus investir et toujours plus produire pour rester compétitif. Et donc, on est dans des systèmes qui vont être de plus en plus intensifs et qui vont finalement amener à de nombreux problèmes, que ce soit des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux. Alors, ce qu'on a pu présenter ici, c'est... Emmanuel, tu voulais dire un Juste truc? petite interruption. Yasmina pose une question sur ce que Ah, c'est la différence entre le brut et le net sur la précédente slide, du coup. alors... Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah, ouais. Ah oui, j'entends bien. Ok, top. Bah, je peux essayer de répondre si tu veux, Florian, moi tu vas y Vas-y. Bah, répondre. je te laisse. Bah non, non, vas-y, je te laisse reprendre la suite. En gros, les exportations, enfin, quand on parle d'exportation en termes bruts, c'est vraiment juste les exportations, donc enfin, les pays qui vont exporter le plus dans le monde sans prendre en compte les importations. Et quand on parle d'exportateurs du coup net, ça prend vraiment en compte la balance import-export. Et donc, le Brésil, l'Argentine et l'Espagne, ils vont exporter beaucoup plus qu'ils vont importer, alors que par exemple, dans le cas de la Chine, des États-Unis et des Pays-Bas, ils vont être les plus grands exportateurs, mais ils vont tellement importer en parallèle que ça va pas faire que ce soit. Enfin, ils vont dépendre beaucoup de l'import autant que de l'export. Je sais pas si c'est très clair. Mais globalement, ça joue avec la balance en fait, commerciale import-export. Voilà, c'est qu'on peut être un très gros exportateur, mais en parallèle beaucoup importer, comme en Chine, par exemple. Ok, ça marche. Merci. De rien. Et tu veux que je reprenne, Florian, Ouais, Enfin, vous vas-y. m'entendez? Ouais, non, t'entends bien. Donc, la boucle de rétroaction positive, donc elle va s'amplifier d'elle-même, c'est que
investir massivement pour augmenter la productivité, donc toujours plus augmenter la productivité et toujours investir finalement, donc afin de rester compétitif. Et au niveau donc des changements mondiaux, c'est que on a observé donc en France cette caractéristique d'évolution, mais aussi c'est aussi la même pour les États-Unis, l'Australie et le Canada. Donc notamment, on a une augmentation enfin plus d'un doublement. Donc la taille moyenne des parcelles agricoles aux États-Unis ont fait x2,8 entre 1935 et 84, ce qui est quand même énorme, surtout quand on voit les échelles de surface en fait qui sont aux États-Unis. Donc c'est vraiment une grosse intensification. Donc, pour donner quelques chiffres un peu plus clés, donc les États-Unis, c'est 2 millions d'exploitations agricoles, donc c'est de taille moyenne de 178 hectares, donc c'est une taille 10 fois plus importante que l'Union européenne qui est de taille moyenne de 13 hectares. Néanmoins, donc il y a beaucoup de disparités au sein même des États-Unis où l'agriculture s'est plus ou moins développée le pays, mais on voit aussi une diminution du nombre d'exploitations. Entre 2012 et 2017, par exemple, ça a diminué de 3,1. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les exploitations donc, sont très très grandes, très mécanisées parce que faut pouvoir cultiver 300 hectares finalement. Et on a vraiment un regroupement et seulement 14% des exploitations vont produire 85% de la production agricole aux États-Unis. Donc c'est vraiment très très intensif pour certains systèmes et certains types d'agriculture pour pouvoir autant nourrir tout le monde. De même au Canada, on a donc vu une augmentation des surfaces d'exploitation au cours de la période d'après-guerre, avec une baisse aussi depuis 2016. Il faut savoir que le Canada, c'est seulement 6,4% de surface agricole utile, donc du fait de leur géographie assez particulière quand même pour faire de l'agriculture. Et eux, donc l'agriculture s'est beaucoup développée parce qu'ils ont misé sur une très forte exportation et un développement donc, de l'exportation d'oléagineux et de céréales qui a permis donc de ce développement aussi au-delà d'augmentation démographique post-Seconde Guerre mondiale. Et le Canada compte 2 millions d'exploitations agricoles en 2019, d'une surface moyenne de 332 hectares. Donc c'est 20 fois plus que l'Europe. Donc c'est encore des enjeux et des échelles énormes. Et de même, donc l'Australie qui mise aussi sur les exportations et sur les grandes surfaces, voilà, dans un modèle vraiment typique de pays du Nord finalement, avec l'Europe où les exploitations sont de plus en plus nombreuses, enfin de moins en moins nombreuses et de plus en plus grandes. Néanmoins, donc cette révolution après-guerre est vraiment à deux vitesses parce que en fait, ça a concerné que les pays du Nord et ça pose problème maintenant au niveau de la sécurité alimentaire parce qu'il y a de très grandes disparités au niveau mondial. Donc au niveau des pays du Sud, où l'agriculture est globalement plus familiale et vraiment de subsistance, donc encore un modèle agricole d'avant Seconde Guerre mondiale en Europe finalement. Mais on observe quand même un développement ces 20 dernières années. Donc, on pense notamment aux pays d'Amérique du Sud qui sont de plus en plus compétitifs au niveau mondial, que ce soit par leur production de viande, de volaille, de bœuf ou de céréales à travers aussi le soja. Et donc, on en a entendu parler avec l'accord du Mercosur. Donc, ça montre vraiment que c'est des enjeux qui sont hyper importants et ce développement de l'agriculture des pays d'Amérique du Sud concerne globalement beaucoup l'Europe et concernant le monde entier. Et il y a aussi eu une autre partie du globe qui a subi une forte révolution agricole, ça va être l'Asie du Sud-Est qui a vu avoir une augmentation démographique avec une forte intensification de l'agriculture pour pouvoir nourrir tout le monde. Mais là encore, c'est une agriculture qui va rester assez paysanne finalement, et ça va être beaucoup de fermes plutôt familiales, mais avec un travail très très intensif pour pouvoir finalement se nourrir, parce que sinon c'est compliqué, les conditions de travail sont très compliquées. Et notamment donc, le Vietnam qui est devenu premier exportateur de noix de cajou et de poivre. Donc voilà, c'est un pays dont on ne parle pas trop et en fait c'est des pays qui sont très très importants pour l'équilibre alimentaire mondial. Et encore une autre situation, ça va être les pays qui sont situés en Afrique subsaharienne,
où il y a une agriculture qui est très paysanne et de très nombreux enjeux liés à l'agroécologie qui se développent dans ces pays pour leur permettre d'avoir une transition agricole et d'avoir des systèmes durables, pas comme les pays du Nord où c'est assez compliqué et beaucoup plus intensif. Et là, en Afrique subsaharienne, on a le développement autour de la production de cultures arboricoles industrielles. Donc, ça va être par le climat qui est propice et la culture arboricole s'implante bien là-bas. Et ça va être notamment à travers le café, le cacao et l'EVA. Donc, diverses productions, que ce soit pour l'alimentaire ou le non alimentaire avec l'EVA. Et ensuite, Julien, tu passes, merci. Donc, l'agriculture, on peut parler des modes d'agriculture différents avec divers niveaux d'intensification et c'est plus ou moins respectueux, durable de l'environnement. Et ces manières de développement agricole sont vraiment corrélées au développement des industries agroalimentaires. Donc, l'intensification dans les pays du Nord, c'est lié à ça beaucoup. Parce que suite à la révolution industrielle qui a eu lieu donc en 1850, il y a eu un boom et beaucoup de progrès techniques. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, les transformations de produits agricoles, c'était pour de passer des produits, donc de denrées périssables, en denrées conservables, avec des processus simples de cuisson, de salage, de salaison, de fumage. Et donc cette révolution industrielle a permis donc notamment la mise au point de la stérilisation, qui a permis le début de l'industrialisation, et divers progrès, donc comme les réfrigérateurs, qui au début étaient industriels, puis sont devenus individuels. Enfin, tout ce monde-là a vraiment permis d'accroître les productions et les ventes, et donc de pousser un peu l'agriculture à toujours suivre un peu plus et à intensifier tout ça. Et ça s'est ça a continué dans les années 60-70 avec les nouvelles méthodes de travail. Donc, on passe notamment au travail à la chaîne, qui a permis donc, d'augmenter la productivité et aussi la normalisation qui a ensuite permis la production en grande série, donc dans les usines. Et de nouveaux modes de distribution sont apparus, donc moins locaux, enfin ça ne reposait plus exactement sur les marchés, sur des systèmes de troc, c'est vraiment des grandes surfaces où on peut s'approvisionner avec plein de produits différents. Donc ça encourage aussi à cette consommation. Il faut savoir que donc, les industries agroalimentaires, ça représente un secteur économique très important au niveau mondial, et c'est même le premier secteur économique français. Donc ça a un fort impact sur l'agriculture et l'agriculture a un fort impact sur les industries agroalimentaires. Donc, c'est vraiment des systèmes qui sont très, très entrecoupés et qui dépendent fortement l'un de l'autre. Petite question de Justine, je ne sais pas si tu la vois, Émilie. Oui. Alors. Ça, c'est. Alors. Globalement, les pays du Sud, ils ont une indépendance. Enfin, à l'échelle de l'exploitation, il va y avoir une indépendance alimentaire avec un peu de surplus de production qui va pouvoir être vendu donc, pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément d'exploitation. Après, en fait, ils dépendent beaucoup des échanges internationaux pour les cultures arboricoles, donc on pense au café, au cacao, tout ça, et pour le coup, ils dépendent beaucoup des échanges internationaux, mais pour leur production intrinsèque de calories finalement, enfin de production végétale et animale, là c'est vraiment très paysan. En fait, c'est un peu une agriculture à deux facettes, c'est-à-dire que des fermes d'arbres, finalement, enfin, pour produire pour des industries, finalement, pour nous, qu'on ait notre café le matin, quoi, finalement. Et en parallèle, vraiment des petites exploitations qui vont être sur de la subsistance et essayer juste de se nourrir et vendre un peu le surplus. Mais c'est un peu, je sais pas trop si ça répond à ta question, mais c'est assez contrasté finalement entre ces deux types d'agriculture. Donc, ils ont une indépendance alimentaire, mais ouais, enfin, après, ça va dépendre aussi des pays, c'est très, très disparate. Mais globalement, par exemple, la Chine n'est pas du tout indépendante euh, alimentairement parlant, malgré sa forte production, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'ils ne pourront pas, alors que les petites exploitations en Afrique subsaharienne vont pouvoir être un peu plus indépendantes, mais productrices de moins de denrées. Enfin, voilà. Je ne sais pas si c'est très clair.
Je veux bien que tu passes, Florian, si c'est bon, qu'il n'y a pas d'autres questions. On voulait juste terminer donc, cette présentation vite fait du tour d'horizon de l'agriculture par parler de l'aquaculture, parce que c'est quelque chose dont on entend pas mal parler, qui revient autour des enjeux de la pêche, etc., et qui est assez méconnu, plus que par exemple l'élevage, où c'est vraiment très documenté et c'est aussi très controversé. Donc l'aquaculture, pardon, ça va vraiment être l'ensemble des activités de culture de plantes et d'élevage d'animaux aquatiques. Donc ça va être les algues et aussi plein d'autres poissons, enfin que ce soit des mollusques, donc des moules, des huîtres, ou vraiment des poissons avec des saumons par exemple. Donc là sur le graphique qu'on a mis, on peut voir donc l'évolution de la production, de la pêche et de l'aquaculture. Donc on observe depuis les années 1990 une stagnation en fait des captures de pêche et une augmentation de l'aquaculture. Donc il faut savoir qu'il y a eu globalement deux révolutions bleues. Donc une première avec l'avènement de la pêche, donc de la motorisation des bateaux, etc., qui a permis une augmentation des captures. Et dans les années 90, l'aquaculture est apparue afin de en fait pallier en quelque sorte à la stagnation des captures de la pêche et augmenter la production liée à l'aquaculture finalement parce que la demande était de plus en plus grosse et il faut savoir donc que l'aquaculture est un peu comme la pêche, peut avoir lieu donc en milieu continental ou être dans la mer, donc en milieu marin. Et ça aide un petit peu, enfin, c'est un des leviers qui pourrait aider à améliorer la production aquatique, tout en prenant en compte que il y a beaucoup de controverses qui existent parce que c'est quand même quelque chose qu'il faut réglementer et ne pas faire n'importe quoi et finalement essayer de trouver des systèmes et de durabiliser en fait ces méthodes qui sont très différentes et à différentes échelles. On pense notamment aux pays, donc en Indonésie notamment, où il y a de l'aquaculture qui va être sur un modèle un peu plus familial, plus extensif, dans des étangs, etc. Et aux grandes fermes d'aquaculture, finalement, en Norvège, avec plein de saumons qui sont élevés dans des conditions un peu chaotiques, en pleine mer, avec une surdensité et plein de problèmes qui s'ajoutent à cela. Donc voilà, on voulait juste mettre un petit accent sur ça parce que c'est quelque chose d'encore assez peu, enfin c'est assez médiatisé, mais peu connu pour comment voir dans le futur des systèmes alimentaires plus durables. Et je crois que c'est tout pour ma partie. Merci. Super, merci Amélie. Du coup, maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de ce que c'était l'agriculture, on va essayer de rentrer un peu dans ce qui nous intéresse pour la LCOI, de réfléchir à quels sont les enjeux de l'agriculture et comment est-ce que nous, on va pouvoir aussi faire des propositions intéressantes en lien avec ça. Donc, on va essayer de faire un tour d'horizon des différents enjeux liés à l'agriculture moderne dans le monde. On va d'abord parler de l'impératif de la sécurité alimentaire qui se fait sentir et qui est un vrai enjeu. Florian et Amélie ont commencé à en parler. On parlera ensuite des pollutions causées par l'agriculture, la problématique de la gestion des ressources et on pourra ensuite faire un point sur l'érosion de la biodiversité et ensuite plus globalement quel est le problème des systèmes agricoles pour nous les humains. Il y a des gros problèmes au niveau de la transition des métiers, etc. Donc on en parlera. Et quelques petites idées pour l'agriculture de demain, mais ça, ce sera quelque chose qu'on pourra plus développer, le 17-18. Donc, un des premiers enjeux de l'agriculture aujourd'hui, c'est l'impératif de la sécurité alimentaire. On a une demande agricole qui est en forte croissance liée à une croissance démographique mondiale qui est exponentielle et qui demande il y a une demande alimentaire accrue qui est aussi amplifiée par l'augmentation du niveau de vie dans les pays en développement. Et où, par exemple, la consommation de viande devient de plus en plus courante, comme en Chine, par exemple. Il y a cette augmentation de la demande alimentaire. Elle révèle aussi une répartition inégale des calories à l'échelle globale. Certains pays disposent de surplus alimentaire, tandis que d'autres souffrent de déficit. Et donc, c'est vraiment un impératif de se poser la question de comment est-ce qu'on développe une agriculture durable qui permet de nourrir tout le monde.
sachant qu'aujourd'hui, en théorie, on devrait être en mesure de nourrir tout le monde, mais il y a une mauvaise répartition qui fait qu'il y a des gens qui souffrent de la faim encore aujourd'hui. En 2023, on considérait que 29% de la population mondiale était confrontée à une situation d'insécurité alimentaire. C'est assez conséquent, 30% de la population. Donc il y a un vrai enjeu autour de ça. La sécurité alimentaire, ça désigne la situation dans laquelle toutes les personnes ont à tout moment un accès physique, social et économique à une alimentation suffisante, saine, nutritive et culturellement appropriée pour mener une vie active et saine. Donc ça, c'est la définition de la FAO. C'est une notion qui est centrée autour de la notion du droit à l'alimentation et qui n'est pas uniquement centrée sur le fait d'avoir accès à de la nourriture. Mais il y a aussi la notion de, comme vous voyez, de culturellement approprié, qui est liée aussi à un contexte social et économique. C'est pas juste une question de calories disponibles, quoi. À côté de ça, on a un autre concept qui a été développé par notamment des mouvements paysans comme la Via Campesina, qui est un mouvement paysan mondial, et qui est le concept de souveraineté alimentaire, qui désigne le droit des peuples à définir leur propre politique agricole et alimentaire, à protéger leur production locale et à avoir accès aux ressources naturelles, aux terres et semences, et à décider comment, par qui et pour qui est produite la nourriture. Donc, c'est la notion de souveraineté alimentaire, elle vient s'ajouter à la notion de sécurité alimentaire en introduisant vraiment la capacité des populations de choisir comment est-ce qu'elles veulent se nourrir et comment est-ce qu'elles veulent produire leur alimentation. Donc, il y a un vrai enjeu aussi de comment est-ce qu'on rend les questions agricoles démocratiques et où chacun peut y trouver sa place. Il y a aussi d'autres termes qu'on va parfois entendre comme l'autonomie alimentaire, qui désigne la capacité d'un territoire à répondre à ses besoins alimentaires avec sa propre production, ou alors l'autosuffisance alimentaire, qui va un peu plus loin et qui vise un approvisionnement exclusivement local sans dépendance extérieure. Donc ça, c'est différentes thématiques, différents concepts qu'on peut parfois confondre. Ce qui est important de retenir, c'est que déjà, le premier enjeu, c'est la sécurité alimentaire, s'assurer que tout humain puisse avoir accès à de l'alimentation. Mais sécurité alimentaire ne veut pas forcément dire souveraineté ou ne veut pas forcément dire non plus autonomie ou autosuffisance alimentaire. On peut vivre dans un pays où il y a de la sécurité alimentaire sans forcément que le pays soit autonome en alimentation, en production alimentaire. Les différents enjeux de la sécurité et de la souveraineté alimentaire, j'ai commencé à le dire, il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord un enjeu sanitaire, parce que, bon, vous l'aurez deviné, l'accès à l'alimentation, c'est quand même assez nécessaire pour vivre. Et surtout, s'assurer que chacun et chacune puisse avoir accès à une alimentation de qualité. Il y a aussi un enjeu à la fois de malnutrition. Il y a des gens dans le monde qui souffrent de la faim, comme je disais, et à l'inverse, des personnes qui souffrent d'obésité, qui est une maladie notamment liée du coup à la production d'alimentation industrielle de mauvaise qualité. Donc c'est aussi un enjeu de ce point de vue-là. Il y a ensuite des enjeux sociaux, car l'alimentation est un facteur d'exclusion et d'inégalité. La précarité alimentaire, ça peut vraiment jouer beaucoup dans la vie des gens. On l'a beaucoup vu ces dernières années avec la précarisation des étudiants, etc., qui n'avaient pas forcément accès à la nourriture, etc. Ça joue beaucoup pour vivre une vie normale. Et ça peut être très excluant si on ne peut pas participer même de façon sociale, aller manger avec des amis, faire ses courses au même endroit que les autres, etc. C'est aussi un enjeu. Il y a bien sûr un enjeu écologique dans un contexte de dérèglement climatique, d'érosion de la biodiversité et de dépendance aux énergies fossiles dans l'agriculture industrielle. Il y a vraiment la nécessité de repenser comment est-ce qu'on s'assure que chacun et chacune puisse avoir accès à l'alimentation sans pour autant détériorer la planète et les écosystèmes. On en reparlera un petit peu après. Il y a ensuite des enjeux économiques, évidemment, parce que l'agriculture, on l'a dit, c'est quand même un secteur d'activité qui permet aussi à de nombreuses personnes de vivre,
Mais le modèle dominant qui se développe aujourd'hui, Amélie l'a dit, est un modèle qui tend à marginaliser les petits producteurs au profit des grandes exploitations et qui du coup aggrave les inégalités d'un point de vue, du côté des producteurs. Et enfin, il y a un enjeu politique parce que le contrôle de la nourriture est un enjeu de pouvoir. La sécurité alimentaire dépend souvent des marchés internationaux qui sont assez volatiles et exposés aux conflits. On l'a vu pendant au début de la guerre en Ukraine ou par exemple pendant le Covid avec des ruptures logistiques. Il y a vraiment un enjeu à s'assurer qu'on a un système alimentaire résilient pour pas justement se retrouver avec les supermarchés à sec dès qu'il y a le moindre choc dans l'équilibre mondial. Voilà. Il y a lié à cet enjeu de sécurité alimentaire, il y a aussi des tensions qui sont notamment liées, une tension entre le niveau national et le niveau mondial et la globalisation. La souveraineté alimentaire nationale suppose que chaque État ait les moyens de défendre ses choix agricoles, de soutenir ses producteurs locaux et de réguler ses importations. Cela pose la question de la capacité de planification publique face à des accords internationaux, comme l'Organisation mondiale du commerce, par exemple, ou les accords de libre-échange qu'on passera un peu en revue tout à l'heure, et qui souvent limitent la marge de manœuvre des États. Mais en même temps, on l'a vu, les États sont aussi dépendants des importations, et donc ils ne peuvent pas être totalement autonomes. Il y a vraiment une tension entre ces deux échelons. De plus que la mondialisation, comme l'a dit Amélie, a aussi conduit à une spécialisation des agricultures et une dépendance croissante des pays à l'égard des importations. Donc ça fragilise vraiment la résilience des systèmes alimentaires nationaux et ça empêche de nombreuses populations de vivre de leur agriculture. Et aussi, ça rend difficile la transition vers des modèles durables, puisque les chaînes de valeur mondialisées privilégient souvent l'agriculture d'exportation au détriment des productions vivrières locales. Enfin, autour de cet enjeu de sécurité alimentaire, il y a aussi l'enjeu des inégalités entre le nord global et le sud global. Le rapport entre nord global et sud global est central dans l'analyse des enjeux alimentaires. Les pays du nord ont historiquement structuré leur système agricole autour de politiques de subvention et d'exportation, souvent au détriment des économies agricoles du sud. Ces dernières sont parfois contraintes d'ouvrir leur marché, affaiblissant leurs producteurs locaux face à des produits importés à bas prix. Par ailleurs, les terres agricoles du Sud font aussi l'objet d'accaparements croissants par les États ou entreprises du Nord, au détriment des droits fonciers des populations locales. À cela s'ajoute le contrôle des semences par des brevets ou par l'interdiction de semences paysannes. C'est aussi un énorme levier de dépendance technologique et économique en fait, c'est une forme de domination des économies agricoles du Nord sur les économies du Sud. Et donc, c'est pour ça aussi que la notion de souveraineté alimentaire est importante au-delà même de la notion de sécurité alimentaire, parce qu'elle constitue une revendication d'émancipation et de justice globale. Et elle appelle à des relations commerciales plus équitables, à la reconnaissance des savoirs paysans et à une tradition agroécologique qui est portée au niveau des territoires et pas seulement à l'échelle globale. Alors là, dans le cadre de notre discussion, on va être plutôt sur les négociations internationales, mais c'est important de garder ça en tête, qu'il y a aussi des déséquilibres, que nous, on voit ça de notre point de vue de Français qui vivent en Europe, on a la PAC, etc. Mais en fait, il y a aussi plein d'enjeux et la sécurité alimentaire, elle ne peut pas se réfléchir uniquement à l'échelle de notre pays, mais aussi en corrélation avec tous les autres États qui sont concernés. Voilà pour la sécurité alimentaire. Le deuxième enjeu autour de l'agriculture, vous l'aurez sans doute deviné, c'est quand même la pollution et notamment les émissions de gaz à effet de serre. Dans le monde, on considère que l'agriculture est l'un des plus gros postes d'émissions, avec 20% des émissions mondiales. Une des causes principales, c'est l'élevage. Il y a un double enjeu sur l'élevage, parce que à la fois l'élevage a une forte empreinte écologique et émet énormément de gaz à effet de serre qui ont des capacités de réchauffement assez énormes. Et en même temps, l'élevage permet aussi de valoriser des ressources non comestibles. Donc, d'abord, on va parler des ruminants, donc comme les vaches qui émettent du méthane, c'est assez connu. C'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir de réchauffement qui est 25 fois supérieur au dioxyde de carbone. Donc, c'est extrêmement important, enfin voilà, c'est conséquent. Et les émissions des ruminants est l'un des
symboles les plus visibles de l'impact climatique de l'élevage. Même si à cela s'ajoutent d'autres impacts environnementaux dont on discutera un peu plus tard, notamment la déforestation pour l'expansion des pâturages ou la culture du fourrage, voilà. Mais aussi la pollution des eaux due à des rejets d'azote et de phosphore, comme on peut le voir aussi, par exemple, même pas très loin de chez nous en Bretagne. Mais on parle beaucoup des ruminants, mais il y a d'autres problèmes, notamment. En fait, les ruminants ont la particularité de pouvoir valoriser des ressources qui ne sont pas directement consommables par les humains, par exemple l'herbe ou les résidus de récolte, etc., tous les coproduits de l'agro-industrie. Et d'une certaine façon, on peut considérer qu'ils contribuent aussi à la circularité des systèmes agricoles, en transformant une partie des biomasses que nous, on ne peut pas exploiter en protéines animales. Mais du coup, c'est pas la même question pour les animaux qui sont monogastriques, donc qui sont pas ruminants, comme par exemple les cochons ou la volaille, qui, elles, nécessitent des aliments qui sont plus digestibles et concentrés, notamment des protéines végétales et des céréales, donc notamment le soja. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On parle beaucoup voilà, des vaches qui émettent du méthane, mais ce n'est pas les seuls. La production des aliments pour les animaux monogastriques, donc comme le porc et les volailles encore, induit souvent une dépendance accrue aux importations de tourteaux de soja, notamment depuis l'Amérique du Sud. Donc ça rejoint ce qu'on disait aussi, les interconnexions entre niveau national et niveau global. Et cette dépendance a des conséquences environnementales majeures, notamment la déforestation de l'Amazonie, dont on entend beaucoup parler, mais pas uniquement de l'Amazonie, il y a d'autres endroits aussi où ça existe. Et aussi la perte de biodiversité, dont on reparlera tout à l'heure, ainsi que des conflits d'usage des terres, parce qu'il faut arbitrer entre est-ce qu'on va utiliser des terres pour produire de la nourriture pour ensuite donner à manger aux animaux, ou est-ce qu'on utilise des terres arables déjà directement pour produire de la nourriture pour les humains. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Voilà. Une autre source d'émissions de gaz à effet de serre et de pollution au niveau de l'agriculture, c'est les grandes cultures. C'est souvent un axe qu'on oublie quand on parle de pollution dans l'agriculture. Mais les émissions agricoles ne proviennent pas uniquement de l'élevage. Les grandes cultures intensives, notamment celles qu'on a déjà citées tout à l'heure, du maïs, du blé, du soja, donc des céréales, jouent un rôle central dans la production, dans les émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture, notamment via l'utilisation d'engrais azotés. C'est des cultures, des monocultures qui sont très peu résilientes et qui du coup nécessitent souvent beaucoup d'intrants chimiques et de pesticides, etc. Et l'application de ces engrais chimiques très azotés entraîne des émissions de protoxyde d'azote, qui est un gaz qui a des effets de serre, un potentiel de réchauffement environ 300 fois supérieur à celui du CO2. Donc à nouveau, c'est très conséquent et c'est quelque chose qui est souvent qui passe un peu sous les radars. Voilà. Et donc, c'est des pratiques agricoles qui sont vraiment centrées sur la maximisation des rendements, mais qui se révèlent souvent peu durables, car elles dégradent les sols à long terme et polluent du coup les nappes phréatiques, en plus de du coup produire des gaz à effet de serre. Et donc, on le verra tout à l'heure, mais à l'inverse des pratiques issues de l'agriculture biologique ou agroécologique, comme l'implantation des cultures intermédiaires, pièges à nitrate, donc c'est une forme de culture qui permet d'alterner les cultures pour planter des végétaux qui vont aussi permettre de fixer l'azote dans le sol et permettre qu'ils ne juste disparaissent pas dans l'atmosphère. Voilà. Voilà. Un autre enjeu du coup de l'agriculture moderne, c'est la gestion des ressources, et notamment on en a ciblé deux principales là aujourd'hui. D'abord la gestion difficile des sols. Au niveau de l'Union européenne, on estime environ à 2/3 les sols qui sont dégradés. Et donc il y a une vraie menace qui pèse sur les sols aujourd'hui en Europe et ailleurs dans le monde d'ailleurs. L'agriculture, en fonction de son degré d'intensification, peut avoir un impact plus ou moins négatif sur la qualité des sols. Et les sols peuvent être appauvris et nécessiter des amendements pour les enrichir à nouveau. Les sols qui sont en fait détériorés, c'est un vrai enjeu parce que il y a de l'érosion, il y a du lessivage,
il y a la diminution de la capacité de stockage de carbone, etc. Donc, c'est une vraie problématique et qui est aggravée du coup par la monoculture, par le fait de mettre des intrants chimiques qui en fait vont quand on met des engrais chimiques, notamment des engrais azotés, on va nourrir directement les plantes, mais on ne va pas permettre au sol, lui, de s'aggrader. On ne va pas permettre aussi à toute la biodiversité qui se trouve dans le sol de vivre et de faire vivre le sol. En fait, malgré l'intensification des pratiques agricoles, comme on l'a cité tout à l'heure, avec beaucoup plus de mécanisation, beaucoup plus de technologie, etc., on se rend compte qu'on a un rendement qui stagne, voire qui diminue. En France, on a vu le blé qui est quand même l'emblème de la production française, qui a vu ses rendements plafonner depuis les années 90 en raison du changement climatique, mais aussi de l'appauvrissement des sols. Pardon. Et c'est un phénomène qui se poursuit à un rythme 4 fois plus important que celui de l'augmentation de la population. Donc voilà. Au niveau des sols, on a aussi du coup la question de l'artificialisation des sols. On constate en France que dans la plupart des communes, en fait, les sols continuent d'être artificialisés, même lorsque la population diminue dans les communes. On considère que depuis 40 ans, c'est près de 55 000 hectares qui ont perdu leur fonction agricole, enfin hectares de sol qui ont perdu leur fonction agricole et du coup aussi leur capacité environnementale. Donc c'est en gros 5 fois la surface de Paris. L'artificialisation des sols entraîne pas mal de problématiques, déjà parce que c'est plus des surfaces qui sont potentiellement utilisables pour l'agriculture, alors qu'on l'a dit, on a un vrai enjeu de pouvoir produire plus. Mais aussi, ça entraîne l'imperméabilisation totale ou partielle de ces espaces et qui du coup font perdre au sol et au terrain leur fonction écologique, notamment d'absorber l'eau et de permettre le ruissellement de l'eau vers les nappes phréatiques, etc. Voilà. Aussi, je le disais tout à l'heure, mais le fait d'artificialiser les sols, ça, dans les capacités écologiques d'un sol, il y a aussi le fait de capter du carbone. Si on transforme une prairie en une dalle de béton ou en parking, forcément, cette partie-là du terrain ne pourra plus capter du carbone et il sera relâché dans l'atmosphère. Donc, c'est aussi un enjeu en termes de changement climatique et de gaz à effet de serre. Et on constate aujourd'hui une vraie compétition entre à la fois l'agriculture et aussi l'expansion urbaine, avec de plus en plus d'artificialisation des terres et la réduction des surfaces dédiées à l'agriculture au profit des constructions. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment sur l'artificialisation des sols et le fait d'essayer de limiter l'artificialisation. Mais on est de plus en plus nombreux dans les villes et les gens veulent avoir de l'espace, ils ne veulent pas être tous entassés comme dans Paris. Donc, on s'installe sur les terres agricoles, mais c'est un vrai problème. Enfin, pour ce qui est des sols, on a aussi du coup toute l'érosion. Donc ça, c'est la perte du sol par l'entraînement de sa partie la plus superficielle vers un autre lieu. D'après la FAO, c'est la première menace qui pèse sur les sols. Et on considère en Europe qu'elle provoque une perte de productivité agricole qui est environ évaluée à 1,25 milliard d'euros par an. Donc c'est vraiment énorme. Ça, c'est lié au fait que, comme on disait, les sols ne sont plus amendés du coup, ils perdent en fait la première couche qui est la plus importante, là où il y a de la vie et qui permet aussi du coup, de nourrir les plantes qu'on va planter dessus. Et toute la machinisation aussi de l'agriculture entraîne une dégradation des sols, notamment à cause du tassement et le fait de retourner la terre de façon assez violente, assez en profondeur, etc. On perturbe tout à fait l'écosystème du sol et son fonctionnement normal. Donc, ça entraîne à nouveau des risques d'érosion, des risques de lessivage et aussi une plus forte émission de gaz à effet de serre. Voilà. Et deuxième ressource dont on parlera aujourd'hui, c'est la question de l'eau, qui est aussi un enjeu majeur pour l'agriculture. L'agriculture, c'est le
poste de consommation d'eau le plus important dans le monde, notamment pour l'irrigation des cultures. Et donc, on a la nécessité de gérer correctement la ressource afin d'éviter les tensions, mais aussi de s'adapter au changement climatique, parce que il faut qu'on ait des rotations de culture qui soient adaptées aux stress hydriques qui sont potentiellement possibles, vu qu'on va avoir des sécheresses de plus en plus nombreuses, etc. L'eau douce qui est présente sur la planète représente environ 3% de la totalité de l'eau qui est disponible. Donc même si on vit sur une planète bleue, en fait, dans la réalité, il n'y a qu'une très faible partie de cette eau qu'on peut utiliser pour boire et surtout pour du coup notre usage pour l'irrigation des cultures. Sachant qu'une grosse partie de cette eau de cette eau douce est aussi sous forme de glace. Donc, il y a vraiment peu d'eau en fait disponible et on a tendance à un petit peu trop la gaspiller. C'est vraiment une ressource rare et qui est au cœur de plein de conflits. En agriculture, on considère qu'on utilise 2,3 milliards de mètres cubes d'eau par an, soit en gros la moitié de l'eau consommée en France. Les prélèvements d'eau douce pour usage agricole représentent selon les années entre 7 et 12% des prélèvements totaux annuels. Donc c'est extrêmement important. Et c'est de l'eau qui est utilisée pour irriguer les sols. On a de plus en plus en fait de parcelles, notamment de monoculture, de maïs, etc., qui nécessitent une irrigation récurrente. Et on a une augmentation de la surface de ces parcelles de 23% entre 2010 et 2020. Donc c'est vraiment conséquent. Voilà. Je suis désolée, je me suis un petit peu perdue dans mon texte. Mais comme je le disais, l'eau, c'est vraiment un élément vital de la production agricole, qui est donc utilisé pour irriguer les cultures, mais aussi abreuver le bétail et entretenir les sols. Même si du coup, l'eau de pluie permet aussi d'irriguer, on est souvent obligé de puiser dans les nappes phréatiques pour irriguer les sols. Et donc, on assèche les nappes et on est beaucoup moins résilient en cas de sécheresse ou en cas de très forte chaleur, aussi parce que du coup, on a de plus en plus de cultures qui nécessitent de l'irrigation. À ça s'ajoute le changement climatique qui vient modifier aussi les régimes de précipitation et qui augmente aussi l'évaporation et donc qui réduit grandement la disponibilité en eau dans certaines régions. Et ça fait apparaître des conflits d'usage entre agriculteurs, entre les agriculteurs, l'agriculture, les ressources en eau potable pour vivre tout simplement, et tout simplement aussi la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Je le disais, certaines cultures comme le maïs sont particulièrement vulnérables aux sécheresses estivales et pourtant elles restent largement cultivées en France, souvent dans des zones déjà soumises à un stress hydrique élevé. Donc il y a vraiment un enjeu à réfléchir à comment est-ce qu'on réoriente nos systèmes de production vers des cultures plus adaptées au climat qui change et associées à des pratiques agroécologiques, notamment avec des rotations longues, la couverture des sols pour essayer de limiter l'évapotranspiration et aussi des techniques d'irrigation plus économes, comme le goutte à goutte, et à la différence de ce qu'on voit dans les champs, l'espèce de grand jet d'eau là qui balance de l'eau un peu sans distinction. Mais aussi d'autres techniques comme l'agroforesterie avec du coup de la production alimentaire dans des sous-bois, comme la production du café par exemple. Voilà. Si on faisait ça bien, l'agriculture pourrait aussi jouer un rôle dans la restauration du cycle de l'eau via la recherche des nappes et la préservation des zones humides. Si elle adapte des pratiques durables, si on réussit aussi à soigner les sols, etc., pour que les sols permettent un vrai ruissellement de l'eau jusque dans les nappes et que ce ne soit pas de l'eau qui soit polluée. Il y a un vrai enjeu autour de ça. Mais il y a vraiment cet enjeu aussi de pollution parce que on a de plus en plus une pollution massive et persistante des eaux. L'agriculture est l'un des principaux pollueurs de l'eau douce, notamment à cause de l'utilisation massive de produits phytosanitaires comme les pesticides, les herbicides et les fongicides, mais aussi les engrais azotés qui engendrent pas mal de contaminations persistantes dans les nappes souterraines, les rivières et les zones côtières. Je
l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est un phénomène qui est particulièrement visible en Bretagne. On a des extraits de nitrates issus de l'élevage intensif et des cultures qui provoquent des épisodes d'eutrophisation et de prolification d'algues vertes. On en a beaucoup entendu parler ces dernières années, qui sont nuisibles à la biodiversité, mais aussi à la santé humaine. Il y a déjà eu des morts, donc voilà. En 2021, on considérait qu'un tiers des nappes phréatiques françaises représentaient des concentrations de nitrates qui dépassaient les normes de qualité. C'est une situation qui affecte vraiment l'accès à une eau potable et saine pour certaines populations rurales et qui impose un coût important de traitement de l'eau pour les collectivités. On en a notamment parlé, par exemple, en Guadeloupe et en Martinique avec le scandale du chlordécone. Il y a un vrai enjeu aussi à s'assurer que l'usage en fait, d'intrants chimiques, etc., ne viennent pas polluer les eaux pour des centaines d'années. Et aussi, ça pose un vrai enjeu sanitaire et de santé publique avec des multiplications de cancers, etc., dans certaines zones très, très agricoles en France métropolitaine ou en Outre-mer. Donc, un peu les solutions pour faire face à ça, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir une gestion durable de la ressource eau, ce qui implique déjà de la réduction de la dépendance à l'irrigation, notamment dans les zones où il y a des forts stress hydriques. Une meilleure efficacité du système d'irrigation, comme je disais, avec soit plus de technologie, soit juste des techniques comme des gouttes à gouttes, etc., qui ciblent mieux où est-ce qu'on a besoin d'arroser et qui n'arrosent pas comme ça à volo. Mais aussi et surtout une transformation des pratiques agricoles pour réduire la pollution des eaux et aussi trouver des pratiques qui nécessitent moins d'arrosage, qui vont faire moins d'évaporation et qui vont être aussi plus résilients face aux sécheresses et au manque d'eau. Voilà, mais ça nécessite une planification territoriale concertée avec les différents acteurs et aussi pour faire face à tout ce qui est appropriation de la ressource eau. On en a beaucoup parlé avec les méga-bassines, etc., mais c'est un sujet qui continue étant donné qu'on a moins d'eau accessible. Il y a vraiment cet enjeu de les gens veulent s'accaparer la ressource et devenir propriétaires d'une ressource qui devrait être dans le bien commun. Donc, c'est aussi un enjeu démocratique de comment est-ce qu'on répartit cette ressource qui est nécessaire à toutes et tous. Voilà. J'espère que c'était clair. J'ai l'impression d'être un peu embrouillée, mais je te passe la main, Emmanuel. Merci, Jeanne. Du coup, moi, je vais parler, on va passer plutôt sur un autre enjeu, c'est l'érosion de la biodiversité. L'agriculture exploite en fait plus du tiers de la surface des différents continents sur la planète et pour une production en fait qui a triplé depuis les années 70. Ça c'est productivité en fait c'est beaucoup accru à cause des pays du Nord qui se sont beaucoup industrialisés et qui ont beaucoup changé leur méthode agricole depuis les années 50, donc après la Seconde Guerre mondiale, et qui a provoqué la transformation de pratiques agricoles qui va beaucoup sur en fait une agriculture qui devient aussi qui fait grandir aussi de nombreuses industries agroalimentaires. Et ce sont tous ces changements qui sont globalement venus des changements de pratiques agricoles des pays du Nord qui ont causé et qui causent encore de toute façon aujourd'hui l'érosion de la biodiversité. Alors, comme l'agriculture, on l'a dit, ça repose sur la conversion des milieux naturels pour un usage agricole. Cette transformation, elle entraîne malheureusement, à cause d'une agriculture intensive, la disparition d'espèces, la destruction des ressources, comme on l'a vu précédemment, et également la perte de contributions et d'espèces qui ont une fonction pour nous importante pour les écosystèmes, comme la pollinisation, mais également, comme on l'a vu précédemment, la qualité de l'eau. Il y a également la qualité de l'air qui est dégradée, notamment à cause de l'utilisation d'intrants, de pesticides ou d'engrais. Et la régulation aussi du climat est impactée et ça affecte évidemment la qualité de production agricole et au-delà de ça aussi la qualité de vie, par exemple, des agriculteurs, des agricultrices et aussi de nous, un peu plus consommateurs, consommatrices. La mécanisation accrue a engendré en fait un agrandissement des exploitations, comme on l'a vu précédemment, et
il a fallu pour ça, en fait, détruire des éléments qui étaient très importants et pour les différentes cultures, donc des haies, les bosquets. On a drainé aussi des terres trop humides. Dans les régions tropicales, par exemple, les forêts ont été abattues pour des plantations, pour des pâturages, par exemple pour la culture du soja, mais pas uniquement, par exemple pour la culture de l'huile de palme dans des pays d'Asie du Sud-Est. En fait, un sol défriché, il est encore plus soumis à l'érosion par la pluie et le vent. Le travail mécanique de la terre est associé souvent avec du coup l'apport d'engrais, de pesticides, et ça a détruit, comme je le disais précédemment, beaucoup d'espèces, donc des plantes, des animaux, des champignons, des micro-organismes, souvent qui sont présents dans les sols. Et ça évidemment nuit à la qualité des sols, nuit à la qualité des différentes productions agricoles et du coup nuit également à la sécurité alimentaire et des différents pays et aussi affecte la souveraineté alimentaire. L'usage d'entrants, comme on l'a vu précédemment, ça atteint à la fois la qualité de l'eau, ça provoque aussi des lessivages. On a aussi beaucoup de prélèvements de l'eau de l'agriculture. Et aussi, ce qui est aussi important à dire, c'est que l'agriculture prélève beaucoup et ne réintroduit pas forcément beaucoup d'eau qu'elle a prélevée. Il y a d'autres activités humaines qui prélèvent pas mal d'eau, mais qui la réintroduisent à un plus haut niveau, comme par exemple pour l'énergie, quand on utilise de l'eau pour de l'énergie, c'est souvent pas mal quand même de prélèvements, mais c'est beaucoup restitué. L'agriculture restitue très peu d'eau qu'elle utilise, du coup ça aussi engendre des bouleversements au niveau de la biodiversité. Tu peux avancer sur la prochaine diapo, merci. En plus des enjeux de biodiversité, il y a aussi un enjeu propre à beaucoup de pays dans le monde, quand même, c'est l'enjeu du renouvellement des générations des agriculteurs. On va plus se parler des enjeux de renouvellement dans les pays du Nord, mais il peut en avoir aussi dans les pays du Sud, mais à moindre mesure. Mais c'est surtout un phénomène qu'on retrouve dans les pays du Nord, où il y a de moins en moins d'agriculteurs, d'agricultrices ou d'exploitants agricoles, et de plus en plus d'exploitations du coup qui s'agrandissent. On a 80 000 emplois agricoles perdus en 10 ans, en France par exemple. Il y a 100 000 départs à la retraite qui sont prévus à l'avenir dans les générations à l'horizon, je crois, 2050. Et il y a une ferme sur 5 qui a disparu aujourd'hui. Et il y a vraiment une menace d'abandon en fait, de beaucoup de surfaces agricoles utiles parce qu'il y a des difficultés pour les agriculteurs de trouver des repreneurs. Il y avait une habitude d'agriculture familiale, du coup, de transmission de la terre dans les familles, qui en fait, au fur et à mesure des années, a diminué. Et maintenant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui non seulement l'âge en fait, des agriculteurs a aussi, l'âge moyen des agriculteurs a augmenté, mais on a de plus en plus qui ont des difficultés à transmettre leurs terres. Et il y a aussi des complexités qui sont dues aussi aux différents droits fonciers, etc., qui n'est pas si simple à appréhender, et aussi au prix des différentes terres, qui est souvent en fait un obstacle pour beaucoup d'agriculteurs et agricultrices. C'est pas forcément qu'il n'y a pas assez de vocation, mais il y a aussi des coûts non négligeables en fait, à reprendre des terres, et ça peut aussi freiner beaucoup de nouveaux agriculteurs et agricultrices qui ne sont pas forcément à l'origine issus du milieu agricole, qu'on appelle NIMA, et qui sont souvent des agriculteurs et agricultrices qui veulent aussi mettre en place et développer de l'agroécologie, et souvent une agriculture aussi différente de l'agriculture conventionnelle. Il y a aussi des difficultés
pour atteindre les terres dû à la financiarisation en fait, de l'agriculture, comme on l'a dit précédemment, et à la spéculation sur les terres agricoles. Et en fait, sur toutes les terres en général. Les terres agricoles, c'est un bien dans le marché de terres comme les autres. Il n'y a pas de par exemple, on n'est pas, il y a en fait une concurrence entre toutes les terres qui sont avec l'augmentation de la population et aussi la spéculation sur les logements. Il y a une concurrence entre donc, les terres agricoles et tout ce qui est l'artificialisation des sols et entre autres pour construire des logements. Et en fait, vu que c'est un bien comme un bien malheureusement qui est considéré dans le marché comme tous les autres, en fait, c'est plus rentable pour des entreprises, par exemple, qui achètent des terres agricoles, mais pas dans un but de nourrir les personnes, d'y mettre des logements ou de spéculer sur la terre et du coup de la garder en friche pendant plusieurs années et après d'y construire des logements. Ce qui fait que ça pose des problèmes de souveraineté, de sécurité alimentaire et aussi ça donne des difficultés à tous les nouveaux agriculteurs et agricultrices et aux nouveaux agriculteurs qui sont déjà agriculteurs. Donc, il y a des difficultés d'installation, des difficultés de transmission des terres et aussi un manque de soutien en général des pratiques agricoles durables. Ce n'est pas celles qui reçoivent le plus de financement. Et en plus de ça, il y a les petites exploitations en général reçoivent moins d'aide parce que on a un système de financement européen, si on reste sur l'Union européenne, qui fonctionne beaucoup à la surface aux hectares. Et du coup, ça favorise plutôt les grandes exploitations que les plus petites. Merci. Alors, il y a aussi un autre enjeu qui est très important dans l'agriculture moderne, qui a été un peu évoqué, c'est tout ce qui est en rapport avec la concurrence et les accords de libre-échange. Du coup, il y a pas mal d'accords de libre-échange qui pilulent depuis, on peut dire, une trentaine d'années, qui provoquent et qui sont très critiqués par les agriculteurs et les agricultrices, mais aussi par les associations environnementales et énormément par les pays du Sud, qui bouleversent la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et qui va intensifier les flux et aussi provoquer des risques environnementaux, voire sanitaires, parce qu'on n'a pas les mêmes... on peut avoir des normes différentes entre les pays sur tout ce qui est accord de libre-échange. On en a entendu pas mal. Il y a un peu plus, il y a quelques années, il y avait le CETA comme accord commercial, du coup, qui, de son nom complet, l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, qui a en fait pour but de simplifier les échanges commerciaux entre l'Union européenne et le Canada et qui a plusieurs points et qui ont majoritairement pour l'objectif de réduire, voire de supprimer certains droits de l'homme dans certains secteurs, dont l'agriculture. Ça met aussi en difficulté des secteurs particuliers en agriculture, donc comme par exemple les filières bovines européennes qui sont beaucoup plus menacées à cause de cet accord international. Il y a aussi les disparités juridiques entre les différents États signataires, donc l'Union européenne et le Canada qui n'a pas forcément le principe de coopération aussi contraignant que nous. Du coup, il y a une disparité et un déséquilibre juridique et commercial qui pourrait se révéler. Et aussi, les mesures environnementales sont non contraignantes dans le CETA. Donc, c'est vraiment incitatif au mieux et sinon, ça peut être totalement ignoré du coup par les États signataires. Donc, ça a vraiment... Il y a aussi comme accord commercial qu'on a énormément entendu récemment, c'est le Mercosur, donc c'est accord entre l'Union européenne et certains pays donc du Mercosur, donc d'Amérique latine, et qui a été récemment signé
il n'est pas encore ratifié, mais il a été signé et qui a aussi pour but de lever des barrières commerciales entre les pays, supprimer, diminuer des droits de douane, par exemple sur certaines filières agricoles, comme le vin, mais pas uniquement. Il y a aussi tout ce qui est filière encore bovine, parce que ce sont des pays qui sont des grands pays avec un gros élevage, avec 99 000 tonnes de bœuf par an qui pourraient entrer dans le marché de l'Union européenne, donc avec un taux préférentiel, ou aussi 70 000 tonnes de riz et 45 000 tonnes de miel qui pourraient entrer aussi sans obstacle tarifaire. Ça pourrait évidemment inverser et chambouler les marchés agricoles dans l'Union européenne. Et il y a d'autres droits de douane qui sont aussi éliminés, comme je le disais précédemment. Il y a des droits de douane qui sont éliminés sur certains vins, sur les fruits frais ou encore même, par exemple, le chocolat. Du coup, aussi d'un point de vue écologique, ce qui aussi nous intéresse particulièrement, c'est que ça intensifierait les flux commerciaux qui contribuent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre et du coup qui irait aussi en contradiction, comme on le verra plus tard, avec les objectifs qu'on a au niveau international, comme par exemple l'accord de Paris. Et en fait, ça va provoquer des grands écarts entre l'Union européenne et le Mercosur en matière de normes environnementales, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes environnementales. Et par exemple, ça pourrait favoriser et encore amplifier la déforestation en Amazonie et mettre des pressions sur les autres pays du Sud, du coup, qui sont aussi importateurs de beaucoup de produits d'exportation des pays du Nord. Il y a aussi un autre accord de libre-échange qui a eu récemment avec la Nouvelle-Zélande, qui est entré en vigueur en mai 2024, qui a aussi encore le même but, supprimer les droits de douane de certaines filières, en particulier la viande de porc dont on parlait précédemment, qui est aussi le vin fonceux, le chocolat, encore pas mal de filières agricoles en lien avec l'agriculture. Il y a beaucoup de fédérations d'éleveurs, d'agriculteurs et d'agricultrices qui sont très inquiets avec des associations écologiques. C'est un peu pareil. La réglementation en Nouvelle-Zélande est différente de la nôtre. Elle n'est pas très comparable au niveau de la sécurité des normes environnementales. Et ça cause encore toujours les mêmes problèmes d'un afflux de produits alimentaires dans certains marchés comme l'Union européenne qui, selon des études, pourrait avoir une belle souveraineté alimentaire, voire peut-être une autosuffisance et qui déséquilibre les marchés mondiaux et du coup qui pose des problèmes aussi pour les pays du Sud. Et il y a aussi un risque potentiel de gaspillage alimentaire qu'on a déjà avec nos propres productions au niveau de l'Union européenne ou des pays industrialisés, et d'avoir encore plus de produits d'autres pays, ça pourrait encore accroître ces tensions sur les marchés mondiaux. Du coup, c'est vraiment un système alimentaire qu'il faudrait repenser et du coup qui nécessite de changer de modèle agroalimentaire parce qu'il est déséquilibré. Il y a vraiment un décalage entre les exigences climatiques et les réalités des enjeux du XXIe siècle et des modèles agricoles qui datent pour la plupart des pays qui viennent des pays du Nord et qui datent de l'après-Seconde Guerre mondiale, et des enjeux malheureusement de compétitivité économique, des accords commerciaux et puis des organisations internationales qui n'ont pas des enjeux environnementaux en tête, mais des enjeux financiers comme l'OMC, et qui favorisent toute cette intensification des produits alimentaires. Il y a aussi un clivage entre les villes et les campagnes qui ne cessent de s'accroître. Et il y a une méconnaissance du coup du milieu du monde agricole. Il y a
il y a quand même une grosse distance entre les personnes qui vivent en ville et en campagne, des réalités de l'agriculture, des pratiques agricoles innovantes, écologiques, ou même des quotidiens des agriculteurs, les difficultés financières du camp de travail, et un décalage qui est notable, notamment, nous, on peut le constater pour certains, avec notamment certaines régions encore plus, comme la région parisienne. Je pense que c'est vrai que ça va être encore plus vrai en région parisienne, ce décalage avec le monde agricole qui nous sommes pour nous assez lointain, malheureusement. Et du coup, il y a vraiment une fracture sociale entre les agriculteurs et les agricultrices et ce qui est les consommateurs et les consommatrices. Il n'y a plus ce lien qu'il y avait avec la terre, le producteur local, même s'il y a des initiatives qui se développent un peu à certains endroits de reprendre par exemple, de circuits courts, d'achat chez le producteur, donc de producteurs qui créent des tiers-lieux pour recréer un lien social avec les consommateurs et les consommatrices, mais ce n'est pas malheureusement forcément très financé et très soutenu comme initiative, même si elles existent. Du coup, il y a vraiment un débat sur la souveraineté alimentaire et sur ce qu'on pourrait penser sur la valeur du travail agricole, sur l'impact même de ce qu'est l'agriculture dans le quotidien de tous les habitants, et en particulier peut-être dans les pays du Nord. Oui, donc c'est pour ça qu'il faudrait repenser le système agricole, le système alimentaire, en particulier dans les pays du Nord, parce que c'est plutôt les pays du Nord qui imposent leur système et, et, et qui a des conséquences néfastes à la fois au niveau interne de beaucoup de pays, et aussi évidemment pour les pays du Sud, puisque il y a vraiment une croissance de la demande mondiale qui est liée assez naturellement avec les pays du Sud qui se développent, ce qui est normal, et une croissance démographique, mais il y a ce système agricole qui ne fonctionne plus correctement, qui ne s'est pas encore assez adapté aux enjeux climatiques, environnementaux du XXIe siècle, et aussi aux enjeux de développement des pays du Sud qui, normalement, en termes logiques, devraient un peu plus être développés, une augmentation de revenus, mais qui aussi ont certaines revendications pour certains de suivre le même modèle que ceux du pays du Nord, qui sont pas des modèles très résilients et des modèles très écologiques. Et du coup, il y a tout un enjeu de repenser ce système alimentaire et agricole à la fois dans les pays du Nord, à la fois dans les pays du Sud, et que en fait, les modèles du pays du Nord ne soient pas réellement des modèles vertueux ou résilients qui soient mis en place dans les pays du Sud. C'est pour ça qu'il y a une alternative, plusieurs alternatives à l'agriculture intensive qu'on connaît aujourd'hui, donc l'agroécologie ou les solutions qu'on appelle fondées sur la nature, qui l'agroécologie, c'est vraiment une agriculture qui va se baser et qui va intégrer les principes écologiques, donc les principes des cycles naturels qui existent déjà, ou qui, des fois, va se mettre avec une autre notion un peu parallèle qui va imiter les cycles naturels, par exemple, faire du biomimétisme. C'est le but de vraiment reprendre, de s'inspirer des cycles qui existent dans la nature pour rendre l'agriculture plus résiliente et plus durable. L'agroécologie, c'est aussi moins d'intrants chimiques, moins d'énergie fossile. Dans l'agroécologie, il y a l'agriculture biologique et par exemple, à l'Union européenne, elle est réglementée et elle a un standard, et effectivement, elle supprime les intrants chimiques. Elle aussi, elle favorise et encourage des pratiques du coup différentes pour améliorer la qualité des sols, une meilleure gestion de l'eau, un respect de la biodiversité. Ça va être par exemple le fait de mettre des prairies permanentes ou de faire de l'agroforesterie. C'est vraiment de diversifier les différentes cultures pour les rendre plus résilientes et plus durables, et de s'inspirer de ce qui existe déjà dans les cycles naturels pour comprendre comment une espèce peut avoir des fonctions écologiques et bénéfiques
sur un même territoire et aussi s'adapter aussi aux réalités du territoire qui ont peut-être évolué et d'adapter aussi les cultures, les semences à ces réalités-là. Il y a beaucoup d'agriculteurs en agriculture biologique qui vont tester, par exemple, certaines semences, qui vont voir si elles fonctionnent bien. Elles vont, par exemple, on peut faire des cultures de différents arbres fruitiers et essayer de voir si quel arbre fruitier peut avoir un bénéfice positif pour un autre arbre fruitier, voir que certaines espèces d'arbres fruitiers fonctionnent mieux avec sa terre que celle, par exemple, d'un voisin un peu plus loin sur une autre parcelle. C'est vraiment aussi de faire des tests et d'expérimenter l'agroécologie. Et ça nécessite et ça aussi d'avoir aussi plus de financement parce que ça aussi, les expérimentations, elles ne fonctionnent pas forcément dès le premier coup. Les fonctions fondées sur la nature, c'est aussi une notion assez proche qui va aussi favoriser la préservation des écosystèmes, la gestion durable du coup des ressources naturelles qu'on a vu par exemple sur le sol, l'eau, aussi préserver la biodiversité et aussi la restauration des écosystèmes dégradés. C'est aussi très important d'avoir des pratiques qui vont restaurer les écosystèmes qui sont déjà mal au point et réussir après, par rendre des pratiques beaucoup plus durables et résilientes. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux défis environnementaux, climatiques, de renforcer la biodiversité, améliorer le bien-être humain, mais aussi des fois le bien-être aussi animal, qui est aussi oublié des fois dans la culture, dans l'agriculture conventionnelle. Avoir une production à la fois qualitative et en quantité, mais pas de quantité peut-être aussi excédentaire qu'on fait aujourd'hui, et renforcer la résilience de ces systèmes agricoles pour qu'ils ne déséquilibrent pas à la fois les marchés mondiaux, donc les marchés agricoles des pays du Sud, mais aussi qui ne précarisent pas aussi certains agriculteurs, parce qu'il y a certes des agriculteurs qui ont des grandes parcelles et qui arrivent à avoir pas mal de revenus et une grande majorité d'autres agriculteurs qui sont très précarisés par ce système de grande surface, mais de grande mécanisation et de culture intensive. Donc on va pouvoir passer maintenant à la dernière partie, qui est plus une partie introduction à ce qu'on va voir à la table ronde pour la prochaine fois. Et donc c'est l'agriculture dans les négociations internationales, avec une première partie, ça va être l'historique des négociations, les différentes mesures qui ont été prises récemment et même depuis le début que l'agriculture est abordée au COP, la perspective de la COP 30 et les grands défis actuels. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que ce sujet de l'agriculture a longtemps été un sujet qui a été marginal, avec en 1992 la ratification de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc la CNUC, et en parallèle de nombreuses autres réformes, avec les réformes de la PAC, donc la politique agricole commune de l'Union européenne, les premiers rapports du GIEC, et les premières publications de la FAO, donc c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Mais au fond, dans les COP, il y a finalement eu peu d'avancées. C'est-à-dire que l'agriculture est mentionnée à la COP 15 de Copenhague et à la COP 16 de Cancun, mais aucune action concrète n'a pu être prise. Et pour comprendre cette mise à l'écart, il faut en fait comprendre que on a une priorité qui est donnée au secteur énergétique, qui est considéré comme le secteur qui est le plus polluant et qui est finalement le plus gros émetteur. On a également une complexité des enjeux agricoles, puisque finalement les enjeux agricoles ont longtemps été mal compris et on a, comme on a vu précédemment avec les parties précédentes, le fait que on a la notion de sécurité alimentaire, on a la complexité aussi des politiques climatiques qui touchent plus ou moins l'agriculture. Et en fait, ce lien a longtemps été ignoré. Et on considère maintenant que l'agriculture est responsable du changement climatique, mais c'est finalement un phénomène qui est assez récent. Et enfin, on a un manque de données et de consensus qui s'explique par le fait que les intérêts entre chaque pays étaient vraiment divergents. Et donc, c'est ce qu'on va voir après dans les grands défis. Malgré tout, il y a eu un grand tournant de ces négociations. Ça a été c'était la COP de Paris en 2015, où pour la première fois, on a eu une reconnaissance de l'agriculture et donc finalement une nouvelle vision de l'agriculture. Cela est passé notamment par le fait qu'on a eu la sécurité, la notion de sécurité alimentaire qui a apparu. C'est-à-dire que
on considère qu'on ne peut plus lutter contre le changement climatique sans garantir un accès suffisant à la nourriture pour tous. Cela finalement va inscrire l'agriculture dans les priorités de l'adaptation. On a également donc le Lima Paris Action Agenda. C'est une journée d'action qui va être dédiée à l'agriculture et l'objectif, ça va être de valoriser des engagements non étatiques, donc d'entreprises, de collectivités, d'ONG, et finalement d'accorder une importance à l'agriculture dans l'action climatique. Enfin, on va avoir l'initiative 4 pour 1000. Donc, ça vise à augmenter le stock de carbone des sols de 0,4% par an. Ce qui fait que finalement, on va plus être tourné vers une agriculture qui va être durable, régénératrice, c'est-à-dire qu'elle va être plus respectueuse environnementalement et elle vise à avoir un impact positif ou du moins moins négatif et moins néfaste sur l'environnement qu'elle ne l'a actuellement. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu une présence croissante au COP. Donc, la première mesure qui est arrivée juste après la COP de Paris, ça a été une initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine. Donc là, finalement, on a remis cette notion de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire. Et finalement, les pays sont accordés au fait que on avait un sous-financement chronique, notamment au niveau des pays du Sud, pour l'adaptation au changement climatique. Et ensuite, on a eu de nombreuses autres mesures qui ont pu être prises. Ça a par exemple été le programme de travail conjoint de Coronivia sur l'agriculture, donc KJWA, qui est le premier programme formel qui est dédié à l'agriculture et qui a trois axes principaux. Ça va être l'adaptation, donc on va renforcer la résilience agricole face aux impacts climatiques. L'adaptation, où là on va chercher à réduire les émissions agricoles. Et enfin, un soutien aux petits exploitants, donc ça va être via des pratiques durables et des politiques qui vont être adaptées, notamment le soutien et des financements, les subventions pardon, des agriculteurs. On a ensuite la COP 26 de Glasgow, donc en 2021, où il y a Aim for Climate, qui est une initiative internationale qui a été lancée par les États-Unis et les Émirats arabes unis. Et donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est 8 milliards de dollars pardon, qui ont été mobilisés depuis 2021. Et en fait, elle cherche à financer et à accélérer l'innovation agricole. Par exemple, ça a été le cas. Donc, ça a été une des mesures qui a été, une des recherches qui a été menée durant cette période depuis 2021. Ça a été le développement de semences résistantes à la sécheresse pour donner accès à des nouvelles semences, notamment aux agriculteurs des pays du Sud qui étaient plus touchés par ces problématiques de sécheresse et de changement climatique. On a également eu des engagements gouvernementaux et du secteur privé, où c'est 26 nations qui ont pris des engagements et aussi 100 entreprises de premier plan qui se sont engagées à devenir nature positive. Euh, il y a eu également un travail important, ça a été le travail conjoint de Sharm el-Sheikh, donc qui a été en 2022, où finalement on a eu une nouvelle vision, une nouvelle approche de l'agriculture, où on ne cherche plus à approcher l'agriculture de manière simple, mais vraiment d'une manière systémique. Et c'est d'ailleurs tous les enjeux qu'on va avoir aujourd'hui, c'est approcher l'agriculture avec tous les enjeux et toutes les conséquences qu'elle a. Donc, quand on parle d'agriculture, on parle aussi en fait de biodiversité, de justice climatique, d'atténuation, d'adaptation. Donc, ça place l'agriculture au centre des sujets. Et l'agriculture est d'ailleurs, depuis cette période, beaucoup plus négociée et beaucoup plus on en parle beaucoup plus au COP. Et ça va être notamment le lancement de l'initiative FAST qui vise à améliorer la qualité et la quantité des financements climatiques destinés à la transformation de l'agriculture et des systèmes alimentaires d'ici 2030. Et cela a amené finalement à différentes avancées. Par exemple, l'année suivante, on a eu l'élaboration d'une fiche de route mondiale de la FAO pour des systèmes alimentaires durables. Et donc finalement, là, l'objectif, ça visait à réaliser la fin zéro, donc qui est l'ODD2, donc l'objectif de développement durable, le deuxième objectif,
tout en respectant un accord de Paris qui avait été de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Donc finalement, c'est un programme ambitieux qui vise à garantir une sécurité et une souveraineté alimentaire. On a eu également la même année une déclaration des Émirats arabes unis, qui a été une déclaration historique signée qui vise à renforcer les systèmes alimentaires et à accroître la résilience. Et enfin, l'initiative donc for Climate ou Baku Harmonia, pardon, où on a cherché à centraliser et coordonner les différentes initiatives agricoles qui ont été mises en place. Et donc, on peut maintenant s'intéresser. J'ai vu que la réunion, ils ont mis dans 5 minutes. Ah non, est-ce que c'est l'heure? J'espère que ça va pas couper. Et ça va pas couper, Ok. ça va pas couper, t'inquiète pas. Ok, merci. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on se dépêche. C'est pour ça que je fais rapidement. Mais cette partie, elle sera réabordée à la prochaine table ronde. Et donc, on va avoir aussi les perspectives de la COP 30. Donc, la COP 30, c'est intitulé comme étant la COP de la nature. Donc, on place de nombreux objectifs vis-à-vis notamment de la biodiversité et de l'agriculture, avec finalement un objectif qui est majeur et central, ça va être d'unifier les 3 conventions de Rio. Donc, la convention pour le climat, la biodiversité et la désertification pour finalement avoir une approche vraiment systémique, pardon, et avoir une approche globale et comprendre finalement que tous les enjeux sont liés. Par exemple, les enjeux agricoles amènent à des changements climatiques, amènent à une érosion de la diversification et à une dégradation des sols. Donc, c'est tous les enjeux qu'on a vus avant. Et la Convention de Rio prenait ces problèmes en quelque sorte à part. Chaque convention était propre à chaque enjeu et chaque thématique. On va enfin avoir différents axes. Ça va être par exemple l'agro-industrie verte qui occupe une place, que ce soit dans nos sociétés et également en termes de pollution et d'émissions qui vont être importantes. Également la technologie pour augmenter les rendements, puisqu'on a vu notamment avec la présentation, la première partie, où on a des rendements qui vont être de plus en plus importants depuis les années 1950, notamment en France, mais partout dans le monde. Et l'objectif, ça va finalement être d'avoir une productivité, d'avoir des rendements qui restent relativement élevés, mais de respecter des normes environnementales plus importantes pour finalement limiter l'impact de l'agriculture sur les réchauffements. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de l'agriculture, il va y avoir différents grands enjeux. On a un des premiers grands enjeux, ça va être la divergence sur les subventions agricoles, avec le fait finalement que aujourd'hui, ces subventions, elles posent de plus en plus questions. Plus en plus questions. Par exemple, on a l'Union européenne avec la PAC, donc la politique agricole commune, et les États-Unis avec Farm Bill, qui subventionnent leurs agriculteurs et agricultrices, et les pays du Sud, de nombreux pays, dont les pays du Sud, vont dénoncer une concurrence déloyale, puisqu'en fait, ils subventionnent massivement leurs agriculteurs et agricultrices et ils favorisent une politique agricole qui va être tournée vers l'exportation, ce qui fait que on a des agriculteurs subventionnés qui vont entrer en concurrence avec des agriculteurs, donc des pays du Sud qui ne sont pas subventionnés. Et donc finalement, on peut avoir ici une concurrence déloyale et finalement un problème dans la survie de certaines exploitations du Sud qui n'arrivent plus à vendre leurs produits. Et d'ailleurs, selon un des rapports qui a été publié par la FAO, avec le Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD, et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, ils estimaient que 87% du soutien actuel aux producteurs agricoles comprend des mesures qui sont soit inefficaces, soit inéquitables, et donc cela a finalement pour conséquence de fausser le prix des denrées alimentaires, de nuire à la santé des populations et également potentiellement de dégrader l'environnement. Et donc l'objectif, ça va être de remettre à plat des systèmes de subvention et de favoriser un soutien qui va être plus durable et plus équitable. On a un deuxième grand enjeu qui va être l'ouverture du marché agricole. Donc là, ça reprend finalement une partie de la question de tout à l'heure pour Amélie, où on avait l'idée de la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire de chaque pays. En fait, il faut comprendre que de nombreux pays comme l'Inde et la Russie, ils ont réduit leurs exportations alimentaires pour, de leur côté, sécuriser leur marché alimentaire.
leur marché intérieur. Le problème, c'est que d'autres pays, comme par exemple le Maghreb ou les pays du Moyen-Orient, ont une dépendance qui va être très importante vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que 40% de leurs besoins agricoles vont être importés, ce qui fait que le fait de mettre des limites d'exportation, cela va euh, accroître l'insécurité alimentaire et le problème c'est que ça va même accroître tout ce qui va être la question de volatilité des prix des pays importateurs et finalement l'instabilité des prix à l'échelle mondiale. On peut également rajouter à cette partie l'idée finalement qu'on a aujourd'hui un contexte géopolitique qui est extrêmement tendu avec par exemple un retour de politique protectionniste. On a eu le retour de Donald Trump aux USA et finalement on a eu de nombreuses tensions commerciales qui sont multipliées avec la hausse des droits de douane sur les produits agricoles, le blocage à l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, et de nombreuses normes environnementales et sanitaires qui ont été remises en cause comme par exemple l'interdiction du bœuf aux hormones dans l'Union européenne. Et donc finalement, on voit que l'ouverture des marchés actuellement et certains modèles d'exportation vont avoir tendance à fragiliser une agriculture locale. Et le problème, c'est que cette fragilisation amène à accentuer la dépendance de certains pays aux importations et donc finalement à créer un cercle vicieux où certains pays vont être de plus en plus dépendants des autres, sauf qu'en même temps, ces mêmes pays vont mettre une pression, ce qui fait que les pays concernés euh, auront une insécurité alimentaire qui va être de plus en plus importante. Enfin, on va avoir un financement de l'adaptation agricole, c'est-à-dire que aujourd'hui, les pays les plus touchés par le changement climatique ont tendance à être des pays du Sud. Euh, Ce qui fait que les pays africains et les petits États insulaires réclament des aides plus importantes pour les financements, pour adapter leur agriculture, notamment face aux aléas climatiques, sécheresse et inondations. Alors, les pays du Nord sont prêts à aider, mais le point de blocage, il vient surtout dans la répartition des efforts financiers, puisqu'on parle d'un engagement qui serait de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. Et le problème, c'est que l'Union européenne et les États-Unis sont prêts à aider et à financer partiellement cette adaptation, mais ils estiment que la Chine et d'autres grandes économies émergentes doivent également contribuer à cela, puisqu'ils estiment que la Chine a une part importante dans le changement climatique. La Chine est aujourd'hui assez puissante financièrement pour aider les autres, plutôt qu'être aidée par l'Union européenne et les États-Unis. Et donc finalement, l'objectif de la COP 30 et des prochaines COP, ça va être de trouver un accord juste pour financer l'adaptation des agricultures les plus vulnérables. Et enfin, on va avoir finalement l'idée, comme Emmanuel l'a présenté à la fin de la partie 2, où on cherche à avoir des modèles agricoles plus responsables. Sauf qu'en fait, là, on va voir clairement qu'on a deux camps qui ont des visions totalement différentes. C'est-à-dire que l'Union européenne va pousser pour promouvoir des agricultures plus durables, avec différentes mises en place de initiatives ou idées mises en place comme la politique du Green Deal ou la stratégie Farm to Fork, qui vise finalement à réduire de 50% les pesticides, de réduire également les engrais de 20% et d'augmenter la surface de bio de 25% d'ici 2030. Euh, cela est soutenu par de nombreux pays du Sud, mais qui eux sont plutôt tournés agriculture familiale et des pratiques qui vont être plus respectueuses de l'environnement, euh, mais qui cherchent à augmenter leur productivité. En revanche, les États-Unis, le Brésil et l'Australie défendent, eux, un modèle qui va être intensif, qui va être centré sur les OGM et les intrants. Et finalement, ils se disent dans l'obligation de conserver les systèmes, puisque c'est le seul moyen pour eux de garantir la sécurité alimentaire mondiale. Et finalement, on voit tout le conflit d'un côté, il faut des mesures et des mesures agricoles qui soient plus vertes environnementalement, mais de l'autre côté, on a certains pays qui vont, eux, soutenir le fait que on ne peut pas changer nos modèles, dans le sens où ces modèles sont le seul moyen de garantir une sécurité alimentaire et une souveraineté alimentaire, et donc finalement
un des autres enjeux de l'agriculture, c'est la notion de souveraineté alimentaire. Et là, finalement, on a le conflit de l'Europe dit que c'est possible de se tourner vers des modèles plus verts, alors que les États-Unis, notamment, disent que c'est pas possible. Le problème, c'est que l'Union européenne a connu un retour en arrière avec notamment la politique du Green Deal et la stratégie Farm to Fork, où finalement, aujourd'hui, la politique agricole commune est de plus en plus remise en cause. On a une nombre retour en arrière et le fait que l'agriculture européenne n'est plus souveraine et qu'il y a des inégalités dans ce système qui fait que c'est c'est assez compliqué de changer et même d'avoir des modèles qui soient plus verts dans l'Union européenne. Voilà, je crois que c'est tout. Désolé, on a fait trop long. Je me suis un peu dépêché sur la fin. Si vous avez des questions. On a commencé avec un peu de retard, je pense que c'est OK. Oui, oui. 6 minutes de retard. Oui, mais bon, au début, il y avait les questions dedans aussi. Du coup, est-ce qu'il y a des interventions, des questions, même sur la suite un peu du programme pour le week-end 17-18, ou est-ce que c'est clair? J'avoue, je suis partante si vous pouvez faire un petit rappel de comment ça va se dérouler. OK. Du coup, à partir de bientôt, d'ici 1 ou 2 jours, j'espère, on va vous envoyer, un peu, un espèce de toolkit avec, les informations, qu'on vous a détaillées déjà là dans la formation. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à creuser les sujets qui vous ont intéressé. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des sujets qui vous ont particulièrement interpellé, sur lesquels vous aimeriez bien travailler, n'hésitez pas à vous faire des recherches, arriver aussi, le jour J avec des infos. Et après, du coup, on se retrouve le vendredi 16 à l'Académie du climat pour la soirée d'ouverture de la LCOI. Ce sera une soirée qui sera dédiée à un retour d'expérience sur les océans, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a la conférence des Nations Unies sur l'océan qui a lieu au mois de juin. Et on a pas mal de gens dans nos assos qui ont monté une coalition jeunesse sur l'océan et avec, pareil, un objectif de plaidoyer. Donc l'idée, c'est qu'ils nous présentent un peu leur travail et que ça nous donne des idées aussi sur le plaidoyer qu'on mènera pendant la LCOI. Et ensuite, le travail commence le samedi 17. On se retrouvera à la mairie du 11e. Il y aura un premier temps le matin dédié aux négociations internationales et au plaidoyer. Si vous avez fait les formations ce matin et demain sur les négos et le plaidoyer, vous pourrez participer à un atelier de simulation de COP. Et sinon, si vous les avez loupés, vous pouvez faire les sessions de rattrapage qui auront lieu samedi matin. Et l'après-midi, à partir de l'après-midi, on sera par groupe thématique, donc nous, agriculture. On aura une première table ronde avec différents intervenants qui pourront un peu enrichir ce qu'on vous a dit là, notamment sur la partie négociation internationale et comment est-ce qu'on peut intervenir au niveau international sur les questions agricoles. Et un atelier ensuite avec pareil des experts sur différentes thématiques, c'est ce que Florian expliquait au début, pour parler plus en détail de certaines thématiques liées à l'agriculture et commencer à réfléchir à des propositions de plaidoyer. Et le dimanche sera dédié à la rédaction du plaidoyer, la proposition de proposition. La rédaction, on aura aussi une formation d'1 heure et demie spécifique sur les zones humides, parce qu'il y a un accent qui est mis sur les zones humides cette année avec la COP zone humide qui aura lieu, je ne sais plus quand. Peut-être que Anna, tu sais, ou Florian, je ne sais plus, mais qui a lieu avant la... En juillet, voilà. Et donc, du coup, on voulait mettre l'accent dessus et notamment, enfin, parce que aussi ça touche aux questions agricoles. Donc voilà. Et l'idée, c'est qu'à la fin du week-end, on ait des propositions à peu près construites sur des choses qu'on souhaiterait porter à la COP, enfin d'abord à la COI, puis à la COP. Ensuite, il y aura une équipe, l'équipe plaidoyer, qui s'occupera de reprendre toutes les propositions qui ont été faites dans tous les parcours pour
produire un document, synthétique. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon. Est-ce que tu es dans la conf? Ok, bah dans ce cas-là, peut-être on peut s'arrêter là, je pense. Oui, merci beaucoup Trop bien. pour la présentation. J'arrête l'enregistrement. Et bah, Merci beaucoup. merci. Merci. À bientôt.